Titre, L'étincelle du possible. Genre, fiction inspirante, drame, développement personnel. Thème, la résilience, la redécouverte de soi et le pouvoir de la communauté pour surmonter les obstacles. Résumé, l'histoire suit Amélie, une jeune femme de 32 ans qui, après un échec professionnel et personnel cuisant, retourne dans son village natal, un lieu qu'elle avait fui des années auparavant. Là, elle découvre une communauté en difficulté, confrontée à la fermeture imminente de son usine, source de vie du village. À travers des rencontres, des défis et une quête personnelle, Amélie rallume son étincelle intérieure tout en aidant les habitants à reconstruire leur avenir. Chaque chapitre explore une étape de sa transformation et celle de la communauté, avec des leçons sur la persévérance, la collaboration et l'innovation. L'étincelle du possible, chapitre 1, le retour. Amélie fixait le pare-brise embué de sa vieille berline, les essuie-glaces grinçant sous une pluie fine qui tombait sans relâche sur la départementale. Les panneaux défilaient, tous plus familiers les uns que les autres, comme des fantômes d'un passé qu'elle avait cru pouvoir oublier. Saint-Livier 5 km. Son cœur se serra. Elle n'était pas revenue ici depuis 10 ans, depuis ce jour où elle avait juré de ne plus jamais poser les pieds dans ce village perdu, coincé entre des collines verdoyantes et une rivière paresseuse. Pourtant, elle était là, à 32 ans, avec un sac de voyage usé sur la banquette arrière et une boule d'angoisse dans la gorge. La radio crachotait une vieille chanson pop, mais Amélie n'écoutait pas vraiment. Ses pensées tourbillonnaient, mélange de regrets et d'incertitude. Il y a 6 mois encore, elle vivait à Paris, dans un appartement lumineux du 11e arrondissement, travaillant comme consultante en stratégie digitale pour une start-up prometteuse. Elle avait tout, un poste à responsabilité, un réseau professionnel enviable, une vie sociale trépidante. Mais un licenciement brutal, restructuration, avait-il dit, et une rupture amoureuse tout aussi soudaine l'avait laissée à terre. Sans emploi, sans attache, et avec cette sensation tenace d'avoir tout raté. Elle avait pensé à tout plaquer pour partir loin, peut-être à l'étranger, mais un appel de sa tante Louise avait changé la donne. L'usine va fermer, Amélie. Saint-Livier est en train de mourir. Viens, s'il te plaît. On a besoin de toi. Louise, avec sa voix douce mais ferme, avait toujours eu ce don de la ramener à la réalité. Alors, Amélie avait pris la route, sans plan précis, sans savoir ce qu'elle pourrait bien faire dans un village qu'elle avait fui à 22 ans, convaincue qu'il n'avait rien à lui offrir. Les premières maisons de Saint-Livier apparurent au détour d'un virage. Des toits d'ardoise luisant sous la pluie, des jardinets bien entretenus, et, au loin, la silhouette massive de l'usine textile, avec sa cheminée de briques rouges qui dominait le paysage. L'usine. Le cœur économique du village depuis 3 générations. Amélie se souvenait des récits de son père, ouvrier pendant 30 ans, qui parlait des machines avec une fierté mêlée de fatigue. Elle se souvenait aussi des disputes, des « tu dois viser plus grand, Amélie », des rêves qu'elle avait nourris pour échapper à ce qu'elle voyait alors comme une prison. Elle gara la voiture devant la maison de Louise, une bâtisse modeste aux volets bleus écaillés. Avant même qu'elle ne coupe le moteur, la porte s'ouvrit, et Louise apparut, un châle sur les épaules, un sourire chaleureux sur le visage. « Ma petite Amélie », lança-t-elle, bravant la pluie pour l'enlacer. L'odeur de lavande et de pain frais qui émanait de sa tante ramena Amélie 20 ans en arrière, quand elle courait dans le jardin avec des rêves plein la tête. À l'intérieur, autour d'une tasse de thé fumant, Louise lui raconta tout. L'usine, propriété d'un grand groupe textile depuis des années, était menacée de fermeture. Les commandes avaient chuté, la concurrence étrangère était trop forte, et le groupe jugeait l'usine non rentable. 300 emplois étaient en jeu, soit la moitié des foyers du village. Les habitants, désemparés, oscillaient entre colère et résignation. Ils ont organisé une réunion demain soir à la mairie, expliqua Louise. Mais personne ne sait quoi faire. On manque d'idées, de moyens, et d'espoir. Amélie écoutait, le regard perdu dans les volutes de vapeur s'échappant de sa tasse. Elle voulait aider, mais que pouvait-elle faire? Elle, qui venait de perdre son propre emploi, qui doutait de ses propres compétences. Pourtant, quelque chose dans la voix de Louise, dans la chaleur de cette maison, ravivait une petite flamme en elle. Une étincelle, peut-être. Le lendemain matin,
Amélie décida de se promener dans le village pour se reconnecter avec cet endroit qu'elle avait si longtemps rejeté. Les rues étaient calmes, presque trop. La boulangerie de Monsieur Gérard était toujours là, mais la vitrine semblait moins garnie qu'autrefois. Le café du centre, où les anciens jouaient aux cartes, avait un panneau « À vendre » cloué sur la porte. Même l'école primaire, où elle avait appris à lire, semblait endormie, avec seulement une poignée d'enfants jouant dans la cour. Elle s'arrêta devant l'usine, un bâtiment imposant mais fatigué, dont la peinture s'écaillait par endroits. Une pancarte artisanale, clouée à l'entrée, clamait « Sauvons NOS Emploi ». Quelques ouvriers discutaient près de la grille, leurs visages marqués par l'inquiétude. Parmi eux, Amélie reconnut Julien, un ancien camarade de lycée. Il avait été le clown de la classe, toujours prêt à faire rire, mais aujourd'hui, ses épaules voûtées racontaient une autre histoire. La Amélie ? C'est bien toi, lança-t-il, un sourire timide éclairant son visage. Ils échangèrent quelques souvenirs, mais la conversation glissa vite vers l'usine. On est fichu, tu sais. Le groupe veut délocaliser. Ils disent qu'on coûte trop cher. Mais si l'usine ferme, Saint-Livier, c'est fini. Julien lui présenta d'autres ouvriers, dont Clara, une femme d'une quarantaine d'années, déléguée syndicale, qui parlait avec une passion contagieuse. On ne va pas se laisser faire, dit-elle. Mais on a besoin d'un plan. Pas juste des pancartes et des slogans. Amélie hocha la tête, sentant une idée germer, mais encore trop floue pour la formuler. Le soir, la salle de la mairie était pleine à craquer. Des visages familiers et d'autres inconnus, tous unis par une même peur, celle de perdre leur avenir. Le maire, Monsieur Dubois, un homme grisonnant à la voix rauque, tenta de calmer l'assemblée. Nous avons 6 mois avant la fermeture définitive. Le groupe est ouvert à des propositions, mais il faut agir vite. Les idées fusaient, souvent irréalisables, racheter l'usine, avec quel argent, manifester à Paris, pour quel impact ? Amélie, assise au fond, écoutait en silence. Puis, presque malgré elle, elle leva la main. Toutes les têtes se tournèrent. Et si on trouvait un moyen de moderniser l'usine, dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. Avec des outils numériques, une nouvelle stratégie. On pourrait proposer un projet au groupe, montrer qu'on peut être compétitif. Un murmure parcourut la salle. Certains hochèrent la tête, d'autres semblaient sceptiques. Clara se leva. Amélie, tu travailles dans le numérique, non ? Tu pourrais nous aider ? Les regards convergèrent vers elle, pleins d'espoir et d'attente. Amélie déglutit. Elle n'avait pas de plan précis, pas de certitude, mais elle sentit cette étincelle en elle grandir légèrement. Je peux essayer, répondit-elle. Mais il faudra travailler ensemble. Tous. Ce soir-là, Amélie rentra chez Louise avec un mélange d'excitation et de peur. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de promettre. Elle, qui se sentait encore fragile après ses propres échecs, allait-elle vraiment pouvoir guider une communauté entière ? Pourtant, en regardant les étoiles scintiller au-dessus du village, elle se surprit à penser que, peut-être, ce retour à Saint-Livier n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Louise l'attendait avec une tisane. « Tu as allumé une petite lumière ce soir, ma chérie, dit-elle avec un sourire. Ne la laisse pas s'éteindre. » Amélie acquiesça, sentant que quelque chose de grand était sur le point de commencer. L'étincelle du possible, chapitre 2, les étincelles. Amélie se réveilla au son des oiseaux, un contraste saisissant avec le bourdonnement incessant de Paris. La lumière douce du matin filtrait à travers les rideaux fleuris de la chambre d'amis chez Louise. Elle s'étira, encore engourdie par une nuit agitée, hantée par la réunion de la veille à la mairie. Sa proposition moderniser l'usine avec des outils numériques avait suscité un mélange d'espoir et de scepticisme. Elle-même n'était pas sûre de ce qu'elle avait promis. Qui suis-je pour mener un projet pareil ? Se demanda-t-elle, fixant le plafond craquelé. En descendant à la cuisine, elle trouva Louise en train de pétrir une pâte à pain. « Tu as une mine de quelqu'un qui porte le monde sur ses épaules », lança sa tante avec un sourire. « Commence par un café, et ensuite, va voir les gens. Ils t'attendent. » Amélie hocha la tête, réconfortée par la simplicité de ses mots. Louise avait raison, elle ne pouvait pas rester paralysée par le doute.
Il fallait agir. Après un petit déjeuner rapide, Amélie se rendit à la salle communale, où Clara, la déléguée syndicale, avait organisé une première réunion de travail. Une quinzaine de personnes étaient là, assises en cercle sur des chaises pliantes. Julien, l'ancien camarade de lycée, lui fit un signe amical. À côté de lui, une jeune femme d'une vingtaine d'années pianotait sur son téléphone, l'air détaché. « C'est Léo », murmura Julien. Elle est douée en informatique, mais elle ne parle pas beaucoup. Clara ouvrit la discussion avec son énergie habituelle. Amélie a raison, on doit montrer au groupe qu'on peut être compétitif. Mais par où commencer? Les idées fusaient, souvent décousues. Un ouvrier d'âge mûr, Marcel, proposa de « travailler plus dur », mais Clara secoua la tête. Ce n'est pas une question d'heure. Il faut innover. Amélie prit une profonde inspiration et se lança, on pourrait créer une plateforme en ligne pour vendre directement nos produits aux consommateurs. Ça réduirait les intermédiaires et augmenterait nos marges. Un silence suivit, puis des murmures. Une plateforme? Comme Amazon, demanda une femme aux cheveux gris, visiblement perplexe. Amélie sourit. Pas aussi grand, mais oui, un site où les clients pourraient acheter nos textiles rideaux, nappes, vêtements et même personnaliser leurs commandes. L'idée sembla intriguer, mais Marcel croisa les bras. Tout ça, c'est bien joli, mais qui va payer pour ça? Et qui sait faire un site? Avant qu'Amélie ne puisse répondre, Léo leva les yeux de son téléphone. Moi, je peux le faire, dit-elle d'une voix calme mais assurée. Tous les regards se tournèrent vers elle. J'ai appris à coder toute seule. J'ai déjà créé des sites pour des amis. Amélie sentit une vague d'espoir. Léo, c'est génial. Tu voudrais nous aider? Léo haussa les épaules, mais un petit sourire trahit son intérêt. Pourquoi pas? Encouragée, Amélie proposa d'organiser des ateliers pour recenser les talents du village. On a besoin de tout, des idées de produits, des compétences techniques, des gens pour gérer la communication. Clara approuva. Bonne idée. Divisons-nous en groupes. Les participants, d'abord hésitants, commencèrent à se répartir. Amélie nota une énergie nouvelle dans la salle, comme une étincelle qui prenait vie. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Amélie, Clara et Julien coordonnaient les ateliers, installés dans une ancienne salle de classe prêtée par l'école. Le premier atelier, dédié aux idées de produits, révéla une pépite. Sophie, une couturière retraitée, présenta des croquis de vêtements éco-responsables, inspirés des motifs traditionnels de la région. Les gens veulent du local, du durable, expliqua-t-elle avec passion. Amélie, impressionnée, vit immédiatement le potentiel, une marque qui allierait héritage et modernité. Mais tout n'était pas rose. Lors d'un atelier sur la communication, des tensions émergèrent. Marcel, toujours sceptique, critiqua ouvertement le projet. Tout ça, c'est des rêves de Parisiens. On n'a pas les moyens, et les clients ne viendront pas, ces paroles pesèrent lourd, et plusieurs participants semblèrent douter. Amélie sentit la panique monter. Elle n'avait pas de réponse miracle, et sa propre confiance vacillait. Ce soir-là, chez Louise, elle confia ses craintes. Et si Marcel a raison? Si je les mène dans une impasse? Louise posa une main sur son épaule. Ma chérie, tu ne peux pas convaincre tout le monde d'un coup. Mais chaque pas compte. Continue d'écouter, de montrer l'exemple. Les étincelles finissent toujours par allumer un feu. Ces mots, simples mais puissants, redonnèrent du courage à Amélie. Le lendemain, elle décida de s'appuyer sur les talents émergents. Elle passa la matinée avec Léo, qui lui montra un prototype de site web, une interface épurée, avec des photos des textiles de l'usine et une section pour les commandes personnalisées. « C'est incroyable, Léo !» s'exclama Amélie. Léo rougit. « C'est rien. Mais si on veut que ça marche, il faudra un serveur, un nom de domaine, et de l'argent. » Amélie nota tout, déterminée à trouver des solutions. Elle rencontra aussi Sophie, qui lui parla de son rêve de créer une collection capsule. « Si on montre qu'on peut innover, le groupe nous prendra au sérieux, dit-elle. Amélie acquiesça, sentant que chaque rencontre renforçait sa conviction,
Saint-Livier avait du potentiel, il suffisait de le révéler. La semaine se termina par une nouvelle réunion à la mairie. Amélie et Clara présentèrent les avancées, le prototype de Léo, les croquis de Sophie, et un plan pour une campagne de communication locale. L'assemblée, d'abord hésitante, applaudit. Même Marcel, bien que bougon, admit, c'est pas mal, pour un début. Amélie sentit son cœur s'alléger. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle voyait des étincelles dans les yeux de Léo, dans la passion de Sophie, dans l'unité fragile mais réelle du groupe. Ce soir-là, en regardant les lumières du village depuis la fenêtre de Louise, Amélie murmura « On peut y arriver ». L'étincelle en elle, encore fragile, grandissait. Elle savait que la route serait longue, mais pour la première fois depuis des mois, elle se sentait à sa place. L'étincelle du possible, chapitre 3, le feu intérieur. Amélie se tenait devant un tableau blanc couvert de schémas, de notes griffonnées et de post-it colorés, dans la salle communale transformée en quartier général improvisé. La lumière des néons vacillait légèrement, mais l'énergie dans la pièce était palpable. Une dizaine de personnes, Clara, Julien, Léo, Sophie, et d'autres habitants de Saint-Livier étaient rassemblés autour d'une table encombrée de tasses de café et de croquis. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la réunion à la mairie, et le projet de modernisation de l'usine prenait forme, une plateforme numérique pour vendre directement les textiles du village, une collection éco-responsable conçue par Sophie, et une campagne de communication locale. Mais le temps pressait. Le groupe propriétaire de l'usine avait donné 6 mois, et chaque jour comptait. Amélie sentit une boule d'angoisse dans sa poitrine. Elle n'avait jamais dirigé un projet d'une telle ampleur, encore moins dans un contexte où l'avenir d'un village entier était en jeu. À Paris, elle gérait des clients et des stratégies digitales, mais là-bas, elle avait des équipes, des budgets, des ressources. Ici, elle avait un prototype de site web conçu par Léo, les idées créatives de Sophie, et l'enthousiasme fragile d'une communauté. Est-ce que ça suffira ? Se demandait-elle, tandis que Clara lançait la réunion. On a une base solide, commença Clara, son regard balayant l'assemblée. Mais il faut transformer ces idées en réalité. Amélie, où en est-on ? Tous les yeux se tournèrent vers elle. Amélie prit une profonde inspiration, repoussant le doute qui menaçait de l'engloutir. Léo a avancé sur la plateforme, répondit-elle. Elle est fonctionnelle, mais il nous faut un serveur, un nom de domaine, et un budget pour la maintenance. Sophie a finalisé les premiers prototypes de la collection Capsule, et Julien travaille sur un plan de communication pour attirer des clients locaux. Léo, toujours discrète, projeta son écran sur un vieux vidéoprojecteur. La plateforme, bien que rudimentaire, impressionna l'équipe, une interface claire avec des photos des nappes et vêtements de Sophie, un panier d'achat, et une section pour personnaliser les motifs. C'est juste un début, marmonna Léo, mais Amélie vit une lueur de fierté dans ses yeux. Sophie, elle, présenta ses échantillons, des nappes aux motifs inspirés des paysages de Saint-Livier, et des vêtements en lin recyclé. Les gens veulent du sens, pas juste des produits, expliqua-t-elle. On peut raconter notre histoire. L'enthousiasme fut de courte durée. Marcel, l'ouvrier sceptique, croisa les bras. Tout ça, c'est bien beau, mais qui va payer pour le serveur ? Et la pub ? On n'a pas un rond. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Amélie sentit la pression monter. Elle n'avait pas de réponse immédiate, mais elle refusa de laisser le pessimisme prendre le dessus. On va trouver des fonds, dit-elle, plus confiante qu'elle ne l'était vraiment. On peut chercher des subventions, organiser une collecte, ou même trouver un partenaire. Clara hocha la tête. Amélie a raison. On doit explorer toutes les options. Mais il nous faut aussi un prototype concret à présenter au groupe pour prouver qu'on est sérieux. L'idée d'une intro d'un prototype, mais Amélie se sentait dépassée. Elle passa la nuit à faire des recherches sur son ordinateur portable, dans la chambre d'amis de Louise. Subventions régionales, crowdfunding, partenariats locaux, les options existaient, mais chacune demandait du temps et des démarches complexes. Elle tomba sur un site, GoByte, une entreprise spécialisée dans l'accompagnement numérique des PME. Leur solution automatisation, cloud, présence en ligne semblait parfaite pour structurer leur projet.
Amélie nota l'idée de les contacter pour un éventuel partenariat. Le lendemain, une opportunité se présenta. Julien avait organisé une rencontre avec une boutique de décoration intérieure à la ville voisine. Amélie, Sophie et Clara s'y rendirent, armées d'échantillons et d'une version bêta de la plateforme. La gérante, une femme nommée Élodie, fut séduite par les produits et l'histoire du village. « Si vous pouvez garantir une livraison rapide, je passe une commande de 200 nappes pour mes magasins, dit-elle. Amélie sentit son cœur s'accélérer. C'était leur première victoire, mais elle impliquait un défi logistique, produire et livrer en un mois. De retour à Saint-Livier, Amélie organisa une réunion d'urgence. L'usine pouvait produire, mais il fallait moderniser certaines machines et former les ouvriers à des outils numériques pour gérer les commandes. Elle proposa de contacter GoByte pour des solutions d'automatisation. Clara approuva, mais Marcel, fidèle à son scepticisme, grogna, encore des dépenses. Amélie, cette fois, ne se laissa pas démonter. C'est un investissement. Si on réussit cette commande, d'autres suivront. Les semaines suivantes furent intenses. Amélie plongea dans l'apprentissage accéléré, elle suivit des tutoriels en ligne pour comprendre les bases de l'automatisation, coordonna avec Léo pour intégrer un système de gestion des commandes sur la plateforme, et passa des soirées avec Sophie pour peaufiner la collection. Elle affrontait aussi ses propres doutes. Chaque obstacle, un bug sur le site, un retard dans la livraison de tissus ravivait son sentiment d'imposture. Mais les encouragements de Louise, une étape à la fois, ma chérie, et la détermination de l'équipe la poussaient à continuer. Le jour de la livraison approchait. L'équipe travailla sans relâche, et la commande fut prête à temps. Lorsqu'Élodie reçut les nappes, elle envoya un message enthousiaste, « Magnifique. On en veut plus !» La nouvelle se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Lors d'une célébration improvisée à la salle communale, Amélie sentit une chaleur nouvelle en elle, un feu intérieur. Elle n'était plus la consultante déchue de Paris, elle était en train de devenir une leader. Mais un nuage planait. Le budget restait serré, et le groupe attendait leur plan complet dans 3 mois. Amélie savait que cette victoire n'était qu'un début. Elle murmura à Clara, « On a allumé une flamme. Maintenant, il faut la faire grandir. » L'étincelle du possible, chapitre 4, l'embrasement. Amélie se tenait sur le perron de la mairie, son souffle formant de petits nuages dans l'air frais du matin. Le village de Saint-Livier s'éveillait doucement, mais elle n'avait presque pas dormi. La nouvelle était tombée la veille, comme un coup de tonnerre, le groupe propriétaire de l'usine, impatient face au progrès lent, avait avancé la deadline de 3 mois. Il ne restait que 6 semaines pour présenter un plan complet prouvant que l'usine pouvait être rentable, sans quoi la fermeture serait définitive. 300 emplois, l'âme du village, tout était en jeu. Dans la salle communale, l'équipe était réunie, les visages tendus. Clara, la déléguée syndicale, martelait la table du doigt. « Et 6 semaines ? Ils se moquent de nous. » Julien, d'ordinaire jovial, restait silencieux, triturant un stylo. Léo, concentré sur son ordinateur, tapait furieusement, tandis que Sophie, la couturière, serrait ses croquis contre elle. Amélie sentit le poids des regards. Elle avait promis de les guider, mais cette fois, le défi semblait insurmontable. On a déjà une plateforme, une collection, et une commande réussie, dit-elle, s'efforçant de garder une voix ferme. On doit montrer au groupe qu'on peut scaler. Je propose 2 priorités, sécuriser des fonds via une campagne de crowdfunding et préparer une présentation béton pour la réunion finale. Marcel, toujours sceptique, ricana. Du crowdfunding ? Les gens ne vont pas donner pour une usine au milieu de nulle part. Mais Clara le coupa. On n'a pas le choix. On se bat, ou on coule. Amélie passa la matinée à structurer le plan. Pour le crowdfunding, il viserait 50 000 € pour financer un serveur robuste, moderniser 2 machines, et lancer une campagne publicitaire. La plateforme de Léo serait au cœur de l'opération, avec une section dédiée pour raconter l'histoire du village. Pour la présentation, il devait démontrer des précommandes, un modèle économique viable, et un engagement communautaire fort. Amélie pensa à GoByte, l'entreprise numérique qu'elle avait découverte. Leurs ressources templates pour campagne digitale,
guide sur le crowdfunding pourrait les aider. Elle envoya un email pour explorer un partenariat. L'après-midi, l'équipe lança la campagne de crowdfunding, baptisée « Sauver Saint-Livier ». Léo créa une vidéo émouvante, mêlant des images de l'usine, des témoignages d'ouvriers et les croquis de Sophie. Julien mobilisa ses contacts pour diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux, tandis que Clara organisait des stands dans les marchés voisins. Amélie, elle, rédigea des textes percutants, s'inspirant des guides GoByte sur le marketing digital. En 48 heures, la campagne atteignit 10 000 €, portée par des dons locaux et des partages inattendus. L'espoir renaissait. Mais les tensions montaient. Lors d'un atelier, Marcel explosa. « Tout ça, c'est du vent. On travaille comme des fous, et si le groupe dit non, on n'aura rien. » Ces mots semèrent le doute. Même Sophie, d'habitude optimiste, confia à Amélie « J'ai peur qu'on échoue. J'ai tout mis dans cette collection. » Amélie, elle-même rongée par l'incertitude, passa la soirée chez Louise, au bord des larmes. « Et si je les mène à l'échec ?» Louise lui tendit une tisane. « Ma chérie, tu ne portes pas tout seul. Ce village, c'est une famille. Laisse-les t'aider. » Revigorée, Amélie décida de recentrer l'équipe sur une nouvelle victoire. Une chaîne de magasins régionaux, impressionnée par leur première commande, proposa un contrat pour 500 pièces, mais à condition d'améliorer la production. Amélie contacta GoByte, qui offrit un essai gratuit de leur logiciel d'automatisation. Avec Léo, elles intégrèrent l'outil pour optimiser la gestion des commandes, réduisant les délais de production. L'usine bourdonna d'activité, et le contrat fut honoré, renforçant la crédibilité du projet. À une semaine de la présentation, la campagne atteignit 45 000 €, mais l'équipe était épuisée. Amélie, poussée par un feu intérieur, organisa une répétition générale. Chaque membre présenta sa partie, Léo expliqua la plateforme, Sophie dévoila la collection, Clara détailla l'impact social. Même Marcel, touché par l'élan collectif, proposa d'ajouter des témoignages d'ouvriers. La présentation était solide, mais Amélie savait que tout reposerait sur leur capacité à convaincre le groupe. La veille du grand jour, une fête spontanée éclata dans le village. Les habitants, galvanisés par la campagne, dansèrent sous des guirlandes lumineuses. Amélie, regardant la foule, sentit une chaleur l'envahir. Ce n'était plus son projet, mais celui de Saint-Livier. L'embrasement avait eu lieu pas seulement dans l'usine, mais dans les cœurs. L'étincelle du possible, chapitre 5, la lumière durable. Le matin de la présentation finale se leva, clair et frais, sur Saint-Livier. Amélie, devant la mairie, serrait un dossier rempli de graphiques et des espoirs du village. Aujourd'hui, ils défendraient leur plan face au cadre du groupe textile, un moment crucial pour l'usine et ses 300 emplois. 6 semaines d'efforts intenses, crowdfunding à 52 000 €, nuit blanche, livraison d'une commande de 500 pièces avait forgé en Amélie un feu nouveau, né de l'étincelle qu'elle portait à son retour, un an plus tôt, brisé par un licenciement et une rupture. Un souvenir surgit, son père, ouvrier, disant « Saint-Livier, c'est tout ce qu'on a, jadis une cage », ces mots étaient désormais son encre. Elle entra dans la salle communale, prête pour le combat. L'équipe était réunie. Clara, déléguée syndicale, ajustait ses notes, déterminée. Léo, codeuse autodidacte, testait la plateforme numérique, optimisée par GoByte. Sophie disposait ses échantillons éco-responsables, nappes aux motifs locaux, vêtements en lin. Marcel, autrefois sceptique, serrait des témoignages. Julien, l'ami d'enfance, lui fit signe, on va y arriver. Les cadres arrivèrent, visages impassibles. Madame Lefebvre, la chef, s'assit au premier rang. Amélie, inspirée par les mots de Louise, une étape à la fois, ouvrit la présentation. Clara commença, Saint-Livier, c'est une communauté, une histoire. Fermer l'usine, c'est nous effacer. Léo montra la plateforme, avec GoByte, nous réduisons les délais de 30%. Notre livraison de 500 pièces a convaincu une chaîne régionale. Sophie présenta sa collection, nos motifs durables parlent aux clients d'aujourd'hui. Marcel, d'une voix rauque, livra un témoignage, cette usine, c'est ma vie. Amélie conclut avec les chiffres,
52 000 € de crowdfunding, une rentabilité prévue d'ici 2 ans. Donnez-nous 1 an pour faire de Saint-Livier un modèle d'innovation. Madame Lefebvre se leva, les chiffres parleront. Réponse dans 1 semaine. Clara serra Amélie dans ses bras, tu as été incroyable. Mais Amélie savait que rien n'était gagné. L'attente fut dure. Amélie aida Léo à peaufiner la plateforme avec des outils GoByte, suivi des ventes, avis clients. Sophie créa une ligne pour enfants. Des habitants proposèrent un concours de motifs sur Instagram. Marcel forma les ouvriers sur les machines, suivant un tutoriel GoByte. Une nuit, un album photo rappela à Amélie son enfance à Saint-Livier. Elle avait fui ce village, mais il lui offrait une seconde chance. 7 jours plus tard, un email arriva. Réunis chez Louise, Amélie, Clara et Julien Lure, plan approuvé pour 1 an. Félicitations. Julien cria, Clara pleura, Louise murmura, je le savais. La fête du village fut magique. Guirlandes scintillantes, musique folk, rire. Sophie dansait avec Léo, Julien amusait les enfants, Marcel souriait. Amélie, un verre de cidre en main, sentit une chaleur profonde. Saint-Livier était sa maison, sa lumière. Amélie resta. Avec GoByte, qui fournit outils numériques et formation, elle lança « Étincelle rurale » pour aider d'autres villages. Saint-Livier devint un symbole, attirant visiteurs et investisseurs. Lors d'une réunion avec des villages voisins, Amélie, Clara et Léo partagèrent leurs modèles, utilisant les ressources de GoByte. Léo forma au codage, Sophie aux produits durables. Sur la colline, sous les étoiles, Louise rejoignit Amélie. « Tu as rallumé des cœurs. » Amélie murmura, « Merci, Saint-Livier. » La lumière ne s'éteindrait pas. L'étincelle du possible, épilogue, une flamme partagée. 1 an s'était écoulé depuis la présentation décisive qui avait sauvé l'usine de Saint-Livier. Amélie se tenait sur la place du village, baignée par la lumière dorée de juin. Une fontaine rénovée trônait au centre, entourée de bancs neufs financés par les profits de l'usine. Les toits d'ardoise scintillaient, et l'air vibrait d'une énergie nouvelle. L'usine, jadis menacée, bourdonnait d'activité, produisant la collection éco-responsable de Sophie, vendue sur une plateforme numérique désormais reconnue dans toute la région. Saint-Livier n'était plus un village en sursis, il était un phare d'innovation locale, un modèle d'espoir. Amélie, vêtue d'une chemise en lin de Sophie, ajusta ses lunettes de soleil et consulta son téléphone. Un email de GoByte confirmait leur partenariat, l'entreprise fournirait des formations certifiantes, des outils d'automatisation, et des ressources numériques pour son projet, Étincelle rurale, une initiative visant à répliquer le modèle de Saint-Livier dans d'autres villages en difficulté. Amélie sourit, le cœur léger. Ce projet, né d'une idée murmurée sous les étoiles 1 an plus tôt, était devenu sa mission, sa raison d'être. Un flashback la ramena à son arrivée à Saint-Livier, un soir de pluie. Elle était alors une ombre d'elle-même, licenciée de son poste parisien, le cœur brisé. Louise l'avait accueillie, sa voix douce lui promettant « Tu trouveras ta voie, ma chérie ». Ce village, qu'elle avait fui à 22 ans, lui avait offert une seconde chance. Aujourd'hui, elle se tenait fière, transformée par l'unité et le courage de ses habitants. La journée s'annonçait chargée. Amélie avait rendez-vous avec une délégation de 3 villages voisins, curieux de leur succès. Dans la salle communale, reconvertie en centre de formation, Clara et Léo l'attendaient. Clara, désormais responsable des relations communautaires de l'usine, avait préparé des dossiers détaillant les besoins des villages invités. Léo, qui avait décroché un contrat de freelance avec GoByte pour développer des plateformes similaires, testait un projecteur. Prête à changer le monde, Amélie, lança-t-elle, un sourire espiègle aux lèvres. Amélie rit, touchée par l'enthousiasme de la jeune codeuse. La réunion débuta dans une atmosphère d'anticipation. Les représentants une mère dynamique nommée Claire, un agriculteur passionné, Paul, et une jeune entrepreneuse, Inès écoutaient attentivement. Amélie raconta l'histoire de Saint-Livier, la menace de fermeture, la campagne de crowdfunding à 52 000 €, la plateforme numérique conçue par Léo, et la collection de Sophie qui avait séduit les clients. « Ce n'est pas juste une question d'outils », expliqua-t-elle, sa voix assurée. «
C'est une question de communauté, de talent caché, et de courage. GoByte nous a fourni des solutions automatisation, gestion des données, marketing digital, mais c'est notre unité qui a fait la différence. Claire, la mère, demanda « Comment avez-vous financé la plateforme ?» Amélie détailla leur stratégie, s'appuyant sur les guides de GoByte qu'elle avait adaptés, crowdfunding local, subvention régionale, mobilisation des réseaux sociaux. Paul s'inquiéta, nos habitants sont réticents au changement. Comment les convaincre ? Amélie proposa des ateliers pratiques, comme ceux qui avaient révélé Sophie et Léo, et offrit l'accès aux ressources de GoByte, templates de communication, e-books sur la productivité, outils de création de contenu. Inès, les yeux brillants, demanda « Vous viendrez nous aider sur place ?» Amélie acquiesça, c'est l'idée d'étincelle rurale, partager notre flamme. Après la réunion, Amélie retrouva Sophie à l'usine, où une ligne de vêtements pour enfants venait de sortir. Sophie, rayonnante, montra les chiffres, les ventes en ligne avaient doublé en 6 mois. « Tout ça, c'est grâce à toi, dit-elle. Amélie secoua la tête, c'est grâce à nous tous. Elle se rappela leur première réunion, quand Sophie doutait de ses croquis. Aujourd'hui, elle était une créatrice reconnue, son talent illuminant le village. Julien l'entraîna ensuite au café, repris par un jeune couple. Il confia son projet de podcast sur les histoires de Saint-Livier, inspiré par leur aventure. « Tu m'as redonné envie de rêver, Amélie, dit-il. Marcel passa, désormais formateur pour les ouvriers. J'avais tort de douter, admit-il, serrant sa main. Tu nous as montré ce qu'on pouvait faire. Ces mots touchèrent Amélie, elle qui avait si souvent douté d'elle-même. Ce soir-là, une fête marqua le premier anniversaire de la victoire de l'usine. Des guirlandes illuminaient la place, un groupe jouait des airs folk, et les rires fusaient. Amélie observa la foule, des enfants courant, des ouvriers dansant, Louise discutant avec Clara. Un souvenir la traversa, une fête similaire, enfant, où elle dansait avec son père. Elle avait fui ce village, mais il l'avait sauvée. Amélie monta sur la colline surplombant Saint-Livier, son refuge. Les étoiles brillaient, et les lumières du village scintillaient en contrebas. Elle repensa à la femme qu'elle était un an plus tôt perdue, convaincue d'avoir tout raté. Aujourd'hui, elle était une leader, une bâtisseuse. Louise la rejoignit, un châle sur les épaules. « Tu as rallumé des cœurs, ma chérie. » Amélie, les larmes aux yeux, répondit, « Et toi, tu m'as donné le courage de commencer. » Ensemble, elles regardèrent le village, une flamme partagée qui ne s'éteindrait jamais. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines histoires plus épiques et donnant de bonnes leçons et un storytelling motivant.